Cette année, ils seront 77 563 candidats à affronter les épreuves écrites du baccalauréat. Ils composeront dans 136 centres de composition. Je voudrais remercier Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que Monsieur le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle pour leur appui constant durant toute la préparation de cet examen emblématique. Leur orientation nous permet d'atteindre plus de performances. Le modèle béninois d'organisation du baccalauréat est apprécié et exporté dans le cadre de l'harmonisation du baccalauréat au sein de l'UMOA. Nous sommes prêts pour une réussite parfaite de l'examen. Nous avons fait des séances de travail avec les chefs, centres, superviseurs de l'examen et nous leur avons donné les consignes pour la phase écrite. Ils sont pour la plupart des professeurs ayant une grande expérience et reconnus pour leur rigueur, qu'ils soient du primaire, du secondaire comme du supérieur. Grâce à l'appui de l'armée, tout le matériel est arrivé déjà à bon port et en sécurité. À la suite des compositions écrites, les corrections démarreront à partir du lundi 3 juillet 2023 et seront suivies de la première délibération le mercredi 12 juillet 2023. Nous disons, comme formateur, comme père, comme oncle, bonne chance à tous nos candidats. Nous avons fait les vérifications au niveau des établissements qui sont retenus comme centres de formation. Nous avons vérifié au niveau des directeurs départementaux. Je voudrais rassurer tous les candidats et tous les parents d'élèves que le bac aura bel et bien lieu dans les meilleures conditions possibles. Nous travaillons en synergie et avec les ressources humaines que nous avons. C'est des ressources humaines qui sont très expérimentées, qui sont très motivées et qui sont là pour exécuter les tâches selon les orientations du gouvernement. Les programmes d'études ont été exécutés à 100%, aussi bien dans le public que dans le privé. Alors nous avons de bonnes raisons d'espérer qu'à l'issue donc, de cette évaluation du baccalauréat, nous aurons de bons résultats. En tout cas, les élèves, les candidats ont été bien formés, les programmes se sont bien déroulés avec l'œil vigilant de nos structures d'inspection. Au niveau des 77 543 candidats, nous pouvons espérer que les résultats seront bons. Nous sommes effectivement ici à ce rendez-vous de cette édition de la session 2023 de l'examen du baccalauréat. Et comme d'habitude, nous ne venons pas à la fin du parcours. Nous faisons des déplacements réguliers pour nous assurer de ce que les orientations sont dans leur bonne marche d'évolution. Et nous assurons également au niveau de nos directions techniques que les uns et les autres s'activent pour la bonne réussite de cet examen. Vous avez mentionné, monsieur le directeur de l'office de bac, que notre baccalauréat dépasse déjà les frontières de notre pays et nous avons reçu comme témoignage un certain nombre de délégations extérieures pour voir quels sont nos secrets en la matière. Je sais également que vous vous activez pour l'harmonisation de l'examen au sein de l'UMOA. Et dans ce cadre, les différents comités sont déjà constitués et il ne reste qu'à lancer ce processus du baccalauréat pour consacrer le lancement officiel des travaux de ces comités. En ce jour où nous sommes là pour rassurer l'ensemble des acteurs de cette chaîne d'organisation de l'examen du baccalauréat, il me plaît de dire que
En matière d'organisation de l'examen, le directeur de l'office de bac nous a dit dans sa présentation que tous les préparatifs sont bouclés. Cela veut dire que les ressources ont été mobilisées et confiées à l'organisation de cet examen. Cela veut dire également que tous les acteurs ont été touchés et chacun a la bonne compréhension de sa mission. Chaque acteur est simplement en attente du lancement officiel pour se mettre au travail. C'est ainsi que je m'en vais saluer tous les enseignants qui déjà ont préparé les apprenants. Cela reviendra évidemment à mon collègue de le dire encore davantage, parce que ça passe par là pour préparer nos candidats. Je voudrais également saluer tous les superviseurs et les chefs centres qui ont cette grande responsabilité de s'assurer de ce que les efforts qui ont été consentis pour la réussite de cet examen ne seront pas vains. Je voudrais compter véritablement sur eux, les superviseurs, les chefs centres, ainsi que les surveillants, les secrétaires et tout le dispositif de sécurité de cet examen pour que la première phase de cet examen, qui est l'écrit, se déroule très bien. Je peux vous assurer que le programme a été exécuté jusqu'à la fin. Et ils ont été bien huilés. Et le reste maintenant, il faut qu'ils aillent écrire ce qu'ils ont, mémoriser tout ce qu'ils ont appris. Mais je sais que les épreuves du bac ne vont pas les dépasser. Ces épreuves seront à leur niveau. Ils vont bien travailler. Et quant à ces candidats, je leur suggérerais de ne pas paniquer durant les 3 jours du déroulement du bac. Alors il faudrait qu'ils se concentrent. Face à chaque épreuve, il faut qu'ils se concentrent et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, qu'ils ne soient pas précipités, qu'ils ne se précipitent pas sur les épreuves. Il y a certains, quand ils détiennent les épreuves, ils savent que tel exercice ou tel autre, je le maîtrise déjà, ils sont pressés de vite finir. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Il faut qu'ils aillent posément. Plus ils vont se concentrer, plus ils vont trouver les meilleures réponses et puis la réussite sera à leur côté. Le mécanisme jusqu'au centre, ils ont l'habitude d'aller déjà en classe. Ils ont cours souvent à 7 heures, ils y vont à l'heure, mais ce jour-là, ce sera un jour spécial. Le début, surtout, jour spécial. Parce que c'est ce jour-là qu'ils iront connaître leur salle de classe, même s'ils connaissaient le centre avant le jour du déroulement. C'est ce jour-là, le début, qu'ils vont connaître les salles même. Alors, ils vont se réveiller tôt, qu'ils soient confiants en eux-mêmes, que les parents les soutiennent et qu'ils ne soient pas pressés, même le premier jour du déroulement, qu'ils ne soient pas pressés. Qu'ils se disent, je vais en classe rigoureusement comme d'habitude pour aller composer. Et les épreuves de l'examen sont comme les épreuves des devoirs surveillés. Donc il faut qu'ils soient sereins de la maison vers le lieu de composition. Du lieu de composition, tout va se passer, c'est comme un devoir de classe, c'est comme des séquences de classe. C'est les parents c'est le moment de chouchouter les enfants. C'est le moment de ne pas les gronder. C'est le moment pour ces parents de dire mon enfant va à l'examen, je dois le soutenir. Quel que soit ce que l'enfant fait, il y a des enfants qui sont ce qu'ils sont. Ils peuvent énerver des parents le premier jour parce que le parent dit fais ci, fais ça.
ils veulent faire ce que eux ils pensent que les parents sachent raison garder, qu'ils les laissent, qu'ils leur parlent tendrement, et puis tout va se passer. Au Mali, premier vote ce dimanche depuis l'avènement des militaires il y a 3 ans. Les électeurs s'exprimaient sur une nouvelle constitution. Ils se sont rendus en nombre dans les bureaux de vote de Bamako et de sa périphérie. Le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, était là dès l'ouverture. Il a appelé les Maliens à l'unité. Je suis convaincu que ce référendum ouvrira la voie à un Mali nouveau, un Mali courant, un Mali fort, un Mali efficace, un Mali au service du bien-être des populations. Et je voudrais lancer aussi un appel à tous les Maliens, quelle que soit l'issue des résultats de ce référendum, de se donner la main, de faire l'union sacrée autour du Mali. Le texte qui renforce les pouvoirs du président est contesté par l'opposition. Pour certains, en revanche, cette consultation marque un premier pas vers un retour de la démocratie. Nous pouvons dire, même si nous ne sommes pas d'accord, le non est là pour ça. Ceux qui sont d'accord vont choisir le oui. En tout cas, ce serait quelque chose de gagné pour la nation malienne en ces journées historiques de voir ces référendaires au Mali. Un bulletin blanc pour le oui ou rouge pour le non, c'est le choix que devaient faire les électeurs dans l'isoloir en présence des représentants des 2 camps et de quelques observateurs nationaux dans des bureaux de vote placés sous la surveillance des forces de sécurité. J'ai voté pour que le Mali soit uni, pour que nous soyons d'accord sur les mêmes choses et pour que nous soyons soudés. Les électeurs n'ont en revanche pas pu se rendre aux urnes dans plusieurs localités du nord du pays. Les anciens mouvements rebelles signataires d'une paix fragile avec Bamako n'ont pas autorisé l'organisation de cette consultation. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dressé le bilan de la mission africaine de paix à Kiev et à Moscou. Un bilan plutôt positif selon lui qui portera ses fruits si les 2 parties consentent à faire des efforts. Dans les 2 capitales en crise, la délégation africaine avait apporté son plan de fin de guerre qui exige entre autres une désescalade des 2 côtés. Notre mission a eu un impact. Son véritable succès se mesurera évidemment à l'aune de l'objectif ultime, à savoir la fin de la guerre. Ces propositions de paix africaines avaient été rejetées par le président ukrainien quand le Kremlin estime pour sa part qu'il est très difficile à mettre en œuvre. Toutefois, le président Poutine a manifesté son intérêt pour les examiner. Un petit pas vers une résolution de la crise, a estimé le président sud-africain. Le fait qu'il soit prêt à considérer les dirigeants africains sur ce sujet est une grande réussite pour nous, car maintenant, l'Afrique participera et nous participerons de manière positive à la résolution des conflits sans essayer de faire de l'ombre aux autres efforts qui sont en cours. Un sommet Russie-Afrique est prévu fin juillet à Saint-Pétersbourg et pour lequel les dirigeants africains et le président Poutine ont affirmé samedi leur volonté politique de poursuivre le dialogue. En Ouganda, des familles enterraient dimanche leurs morts dans l'ouest du pays après le massacre perpétré par les milices armées ADF. Les victimes, la plupart des élèves, ont été surpris dans leur sommeil par les terroristes. Bilan, au moins 41 morts. L'attaque a visé le lycée Lubiriha en Pondoué qui se trouve à moins de 2 km de la frontière avec la RDC. La famille a perdu 2 personnes, explique cet homme. L'un d'entre eux est toujours à l'hôpital. Il a été frappé à la tête avec un marteau et un certain garçon l'a accompagné à l'hôpital. Les assaillants ont fui vers le parc des Virunga situé en territoire congolais, enlevant également 6 personnes après leur attaque meurtrière, selon l'armée et la police ougandaise. Les ADF n'ont pas l'intention de prendre le pouvoir, s'indigne ce député. Nous ne sommes pas à Kampala ici. Le pouvoir en Ouganda se trouve à Kampala. Ici, c'est KCC. Je ne connais pas les dirigeants de l'ADF, mais s'ils cherchent la présidence, elle est à Kampala.
Le président ne réside pas à Kassisi, le président réside à Nakasero. Et si vous voulez une référence plus spécifique, à la rue numéro 1. Donc vous ne pouvez pas venir ici et commencer à tuer sans pitié nos citoyens innocents sans raison valable. L'Ouganda et la RDC ont lancé une offensive conjointe en 2021 pour chasser les ADF de leurs bâtiments congolais, mais ces opérations n'ont jusqu'à présent pas permis de mettre fin aux attaques du groupe. L'attaque vendredi contre ce lycée est la plus meurtrière en Ouganda depuis le double attentat à Kampala en 2010 qui avait fait 76 morts. En Tunisie, l'un des principaux opposants au président Kais Saied l'a accusé vendredi de criminaliser toute forme d'opposition. Ahmed Nedjib Chebi, président du Front du Salut National FSN, s'est exprimé alors qu'il se rendait lui-même au bureau du procureur tunisien chargé de la lutte contre le terrorisme, où il a ensuite été interrogé 3 heures dans le cadre d'une enquête pour complot contre la sûreté de l'État. Le pouvoir en place divise les Tunisiens, oppose les Tunisiens les uns aux autres et après avoir détruit toutes les institutions, il s'attaque actuellement aux droits et aux libertés des citoyens tunisiens aujourd'hui. Monsieur Chebi a accusé le président Saied d'avoir détruit toutes les institutions et de s'attaquer maintenant aux droits et libertés des citoyens. Il se pourrait que je sois aujourd'hui arrêté pour rien d'autre que d'avoir été un opposant démocrate, libre, indépendant, pacifique, légaliste. Depuis février, les autorités ont arrêté et emprisonné une vingtaine d'opposants, parmi lesquels le chef du mouvement islamo-conservateur Enarda, Rached Ghannouchi. Il est détenu depuis la mi-avril. Tout Bangui s'était réuni samedi pour suivre le match de football entre les Fauves de Centrafrique et l'Angola, avec comme rêve une première qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le match à domicile délocalisé à Douala au Cameroun, les prières à distance des supporters n'ont pas suffi, même si l'espoir est revenu en début de seconde période avec l'égalisation du capitaine Geoffrey Kondogbia. Les joueurs, ils ont donné leur maximum et ils ont fait le boulot. Malheureusement, voilà, ça a été comme ça. Tout ce que nous pouvons dire, c'est bravo. On peut juste les applaudir et continuer ainsi. Peut-être dans un avenir proche, le pays sera qualifié pour la phase finale. Les Fauves ont fini par abandonner leur chance de qualification après l'expulsion du gardien Dominique Youfegan et une grossière erreur de son remplaçant Aladoum Kolimba. Si on a bien regardé le match, c'est un problème de défense. Le gardien n'a pas su maîtriser sa surface. Donc du coup, on ne perd pas espoir. On sait que dans les années qui vont venir, la Centrafrique sera à la CAN. On garde espoir. Allez les Fauves, allez les Fauves, allez les Fauves. Désormais 3e de leur poule derrière le Ghana et l'Angola, les Fauves n'ont donc plus leur destin en main avant d'aborder la dernière journée des éliminatoires en septembre. Au Soudan, une énième trêve de 72 heures est entrée en vigueur ce dimanche. L'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide se sont une nouvelle fois engagés à cesser tout mouvement et attaque pour laisser passer l'aide humanitaire, dont 25 des 45 millions d'habitants que compte le pays dépendent désormais selon l'ONU. L'organisation rapporte aussi plus de 2 millions de déplacés et plus de 2000 personnes tuées depuis le début de la guerre le 15 avril. Avant que les deux camps ne s'engagent à respecter la trêve, les combats s'étaient encore intensifiés. Des quartiers entiers de la capitale Khartoum sont privés d'eau potable et l'électricité ne fonctionne que quelques heures par semaine. La situation est encore plus alarmante à l'ouest, au Darfour, où la violence fait rage. La région est plongée dans le chaos depuis des semaines. Les habitants fuient entre les corps sans vie de civils anonymes. Ce corps est resté ici toute la journée, personne ne sait de qui il s'agit. La plupart des gens ont vu son corps ici, dans la région de Moussa. Nous espérons que toutes les parties à l'origine des combats cesseront de trahir leur peuple. En tant qu'habitants du Darfour, nous avons un devoir particulier à accomplir.
Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre nos proches et nos enfants tous les jours. Ce dimanche, le Koweït a annoncé l'envoi de 10 tonnes d'aide humanitaire vers le Soudan. Une conférence internationale sur l'aide au Soudan parrainée par l'Arabie saoudite est prévue ce lundi à Genève.